Alors moi, je vais vous parler à tout autre registre, une autre problématique. J'avoue d'emblée que les deux pôles géographiques ici sont des circonstances et il ne s'agit pas vraiment de cela. Donc, l'intitulé de ma communication, c'est Pensées et colonies dans la géographie romanesque de Belle du Seigneur. Et je n'en fais pas une référence continuelle, donc il vaut mieux que je le dise auparavant que bien sûr, tout ce qu'il y a ici est inspiré au niveau conceptuel d'une certaine ou de certaines réflexions de Clément Rosset. Et donc, si ce n'est pas trop prétentieux, je dédie cette petite communication à la mémoire de Clément Rosset, qui fut pour moi vraiment le meilleur commentateur de Nietzsche en français. Alors, je vais vous parler du chapitre 48 et de la fin du chapitre 50 de Belle du Seigneur. Alors, je vous rappelle rapidement, c'est un épisode très mineur, je dirais même tertiaire. Il s'agit d'Isolde et de son suicide et de ces balancements entre Isolde et Ariane. Curieux sont ces deux chapitres sur Isolde, personnage tertiaire pour l'intrigue de Belle du Seigneur. Inconséquent chapitre, certes, mais porteur du dégonflement essentiel de l'amour-passion, devenu en Occident non des épisodes passagers des happy few de jadis, mais la norme, au moins au niveau du fantasme de chacun, j'allais dire du droit de chacun, post-68. Fantasme donc est de plus nuisible. Albert Cohen ne dénonce pas l'amour-passion ponctuel, et là c'est la distinction que Clément Rosset fait entre la joie et le bonheur, concept nietzschéen. Il célèbre la joie de l'amour-passion comme nul autre. Ce qu'il dénonce, c'est l'illusion que le ponctuel puisse durer, devenir la norme, le bonheur permanent, tant promis par les philosophes et les mythomanes de tous bords. Je ne sais si Cohen met en question l'amour-passion plus que Stendhal ou Proust. C'est-à-dire Albert Cohen, il semble l'avoir cru et à tort. Ce qui lui est propre, néanmoins, par les biais de cette critique, c'est la violence qui caractérise la brusque alternance entre ivresse sensuelle et naufrage métaphysique. La dialectique, si vous voulez, viande-pitié. Cette dialectique viande-pitié entre le ponctuel et la durée, entre en somme la reconnaissance du réel et la volonté morale. Ces deux chapitres sur Isolde sont particulièrement emblématiques, particulièrement puissants dans leur volonté de rester rivés à la vérité cruelle du monde tel quel, rivés donc à la surface des choses, au présent de la chair, tout en thématisant le conflit entre le réel et la morale, comme nulle part ailleurs dans l'œuvre. Et que je vous dise tout de suite pourquoi comme nulle part ailleurs dans l'œuvre. Parce que dans ce chapitre, surtout dans le chapitre 48, nous n'avons pas tous ces discours qu'on a à l'hôtel Ritz, n'est-ce pas, où il s'agit de babouins, de lézards, de serpents, etc., et de la séduction et de l'antinature et de la nature. Ici, c'est vraiment une phénoménologie pure de cet homme qui est déchiré entre deux surfaces, si vous voulez. Nous sommes donc au chapitre 48 et 50 de Belle du Seigneur. Ivre d'amour, Solal ne peut voir Ariane ce soir-là. Impossible de rester seul. On se demande pourquoi. Il rentre chez Isolde, son ancienne amante, depuis peu délaissée. Son prénom nomme l'idéologie qui l'assassinera, car dans quelques pages, cette Isolde vieillie, le bel oxymore, se défenestra. Isolde non programme. Je cite de Rougemont, l'amour-passion est cette forme de l'amour qui se libère des contraintes naturelles, des rythmes trop prévus de la sexualité, pour aussi
mais aussi des décrets de la morale et des conseils de la raison. Fin de citation. Les échos mythiques se démultiplient dans ce chapitre. Ariane est la nymphe divine, la fille de Minos et de Pasiphae. Et puis la référence omniprésente à Isolde, donc à Tristan et Isolde, et Solal lui-même, mythe cohénien de la grandeur et de la misère du juif occidentalisé. Mais là ne réside pas la terrible vérité de ce chapitre. Le non-programme, la surdétermination mythique et intertextuelle fonctionnent bien pour la satire initiale. Mais la mythologie, telle de métaphores usées, y convainc le moins. La puissance de ces chapitres se produit par les dires de la surface des corps qui supplombent l'écart entre vouloir et pouvoir, entre morale et réel. Cohen rend explicite ce qui se cache derrière cette abstraction de la belle formule de dérougement, c'est libérer des contraintes naturelles, utopie qui, c'est-à-dire à utopie qui assassine. Lucide et sans pitié, Cohen dit la vérité vraie, celle de la surface, de la chair, de l'impuissance physique comme morale, devant la cruauté du réel, devant cette Isolde vieillie qui a, je cite, la peau du cou granuleuse, un peu distendue, les seins fléchissants. Fin de citation. Le désir est sans pitié, il n'y aura pas d'Isolde vieillie. L'oxymore se solde en suicide physique pour Isolde et moral pour Solal. Mais revenons à Solal. Il est après d'Isolde. Selon un schéma cohénien établi dans le roman éponyme Solal, excusez-moi la répétition, Isolde est cette femme mère et chrétienne qui initie Solal au grand monde et qui devra céder sa place à une autre jeune femme et belle amante dès que Solal aura réussi son ascension sociale, donc l'Aude d'après. Mais la malheureuse ancienne amante tient comiquement toujours à son identité d'amante et le fils désespéré est viscéralement dégoûté par l'incestueuse qui ne veut point reconnaître le passage du temps, la ruine de la chair. Je le cite, « Tragique cette comédie ». En effet, l'enjeu forcément comique est de rester auprès d'Isolde sans lui faire l'amour, d'où le comique de ce chapitre. Parler sans toucher. Devant Isolde, Solal se fait un enfant sans désir, un malade imaginaire à la Molière, souffrant des crises hépatiques, des rhumatismes, un déclamateur de mots tendres, un hypocrite, forcé par les réels biologiques à devenir cet homme mis devant une vérité, cet homme qui se résigne à la cruauté du réel, voire ici à la dégradation de la viande, quel que soit par ailleurs son ressentiment moral vis-à-vis de ces constats. Isolde est tout d'abord le nom qu'elle porte et sur lequel Solal espère faire surfer son désir une dernière fois. Il se les rappelle, s'accrochant à la magie des noms, tous, tel un noyé qui s'accroche à une bouée de sauvetage. Je le cite, « Isolde, comtesse Cagnon, déclama-t-il avec une feinte fierté. Isolde, Cagnon, grand faux, déclama-t-il ensuite en hongrois. La fière Isolde, comtesse Cagnon, etc. » Mais les noms démultipliés, la résonance mythique n'allume point la machine. Rien n'y peut devant la donnée incontournable de cette femme devenue chère en ruine dans l'économie libidinale de l'amour-passion, où on admet que la perfection, celle possible à un moment ou deux sans lendemain. Perfection donc qui a l'amour pour son corrélat nécessaire. Isolde est donc ce corps suppliant qui ne correspond plus au nom prometteur et qui le sait. Cela le sait et le sent également,
d'où le pénible échange de regards entre ces deux anciens amants. Elle, je le cite, elle, le regard en doux reproche, regard un peu fou de tristesse impuissante, pauvre sourire et regard d'une femme de 45 ans qui n'osait plus se montrer en plein soleil. Fin de citation. La misère du corps d'Isolde, surtout lorsqu'elle est contrastée tout au long du chapitre avec la splendeur d'Ariane, je cite, « Oh les jambes, oh les mains qui tout à l'heure l'avaient tenu aux épaules tandis qu'il se buvait. » Fin de citation. Fusion tant désirée avec Ariane, oh ce mystère de bonheur, un homme et une femme qui se buvant, un homme et une femme se buvant, qui est contrasté avec la répugnance viscérale pour Isolde, de qui il détourne le regard pour ne pas voir les seins que le peignoir entrouvert découvrait et qui lui répugnait un peu. Quoi faire donc? Temporiser, se fier à la magie des formules, des mots et puis reconnaître la vérité crue et cruelle du réel, malgré tout ressentiment moral. Suivons Cohen dans cette spirale tant littéraire que métaphysique, que seul un grand roman puisse réaliser. Temporiser parce qu'il lui faut éviter tout contact érotique avec Isolde. Solal s'est fait enfant fatigué, un peu ivre, inepte à tac tac tac. Elle, à son tour, s'est fait servante. Les deux en sont humiliés ensemble, mais la triste comédie doit se jouer, car l'amour-passion ne conçoit pas de temporalité, pas de durée, pas d'évolution ou d'évolution. Il faut simuler l'infini et de la manière la plus risible s'il le faut. Donc, elle lui masse les pieds, très longuement. Cela fait toujours du contact, au moins pour elle qui avait, je cite, qui avait même suivi des leçons de massage pour mieux le servir. Fin de citation. Tellement avait-elle assumé l'identité, le rôle de l'amante, même lorsque la chair n'est plus à même le non-fantasme d'Isolde. Solal temporise tout au long de cet épisode pour ne pas rendre évident l'absence de tout désir, triste vérité de la chair. Je le cite, lui demander de se démobiliser, mais que ferait-il alors tous les deux? Fin de citation, certainement pas l'amour. En fait, Isolde est devenue immonde aux yeux de Solal, métamorphosée d'une mère incestueuse qui l'avait tant aimée, tant dévorée quand elle fut désirable, en un monstre qui à présent le menace dans sa chair, vampire du cauchemar, non de la jouissance. Je cite, « Oui, il la chérissait comme une mère, et lui répugnait comme une mère. Il l'avait désiré pourtant autrefois, 45 ans maintenant, la pauvre, ou davantage. » Fin de citation. Pire, Isolde lui masse le pied, je cite, avec deux mains aux ongles fardés, presque des griffes ensanglantées. Fin de citation. Les dégoûts sans issue. Le seul recours possible, une autre manière de temporiser, ce serait la langue, pas l'humide langue viande de l'amour-passion, mais la langue sèche, celle des mots, de formules usées et caduques qui pourront peut-être conjurer la viande, faire que le désir soit où il ne plus. Solal glisse alors de mot en mot, cascade d'euphémismes inutiles. Du chéri, il passe à exquis et puis à aimer, tous de pauvres substitutions qui ne la satisferont jamais, l'Isolde vieillie, la masseuse, la pauvre déshonorée. Je cite, « Ah, ça serait si simple s'il pouvait au moins la désirer. Nul besoin de mots alors. Il la manierait sans parler et tout serait bien puisque rien ne la rassurait autant. Hélas, il ne pouvait lui donner que de mots. Mal combiné le système masculin. » Les mots sans la suite deviennent creux, répétitifs, échos lointains de réalités maintenant caduques. En somme, la cruauté du réel
qui se résume dans l'entropie charnelle de cette femme et qui résiste à toute manipulation langagière qui veut se supplier à cette entropie. C'est que la formule magique ne se substitue point au don du réel, et le réel, quant à lui, a ses propres exigences, ces données qui sont indépendantes de tout langage, formule, souvenir, indifférentes à toute volonté morale. C'est là où on rejoint aussi l'histoire soviétique. Mal combiner le système masculin, c'est dit Solal, mais autant dire mal combiner le système du réel, celui du monde tel quel, donc celui de la viande, matérialité inexhaustible de la viande dont il fait partie lui-même, Solal, viande. Je le cite, malédiction de la viande, ah oui, lui aussi aimait la viande. Fin de citation. Pas moyen donc de faire abstraction de ce qui est, faire en sorte que le sentiment moral triomphe sur le réel, que ici concrètement Isolde triomphe sur Ariane, même si quelques mois plus tard, cette même Ariane, l'ensoleillée, sera à son tour victime de l'ennui, cette terrible ennui Satan trismégiste, comme disait le poète, qui dissolve les désirs bien plus que les rides fardées et les seins distendus. Mais dans ce moment-là, ces autres vérités, l'ennui, le temps, la mort, ne comptent pas. La joie de l'immédiat, imminent, y triomphe, même si Solal sait que le bonheur est impossible, que ce qu'il temporise véritablement, c'est la mort, son propre suicide dont il était déjà question de la première page de Belle du Seigneur. C'est le revolver qu'il a dans sa poche. Son compagnon trapu, je pense qu'il l'appelle. Ce que j'en retiens, c'est le jeu non dialectique. Et là, je rejoins Clément Rosset, mais aussi, bien sûr, c'est Clément Rosset qui rejoint Pascal. Ce que j'en retiens ici, c'est le jeu non dialectique entre la reconnaissance du réel et la conscience réflexive de Solal. Réflexivité, certes, mais sans synthèse. Du réel sans biaisé par la morale. La loi sainte et tous ces discours où Solal s'engage de mauvaise foi, me semble-t-il. Ici, Solal démissionne devant l'écart infranchissable entre ce qui est et la volonté morale. Certes, il dénonce ce qu'il est, à naître animal, en chair et en os, une machine masculine, mais tout en y obéissant comme tout un chacun s'il se l'admettait. Il est nécessairement ce qu'il est, donc cette tautologie, et il ne pourrait être autrement, être presque une tautologie, le masculin et le masculin, sauf pour la conscience réflexive, qui sait elle sans pouvoir rien faire pour ou contre. Après tout, lui aussi aimait la viande. À la différence de la célèbre diatribe quelque peu rébarbative et hystérique contre l'amour babouin qui précède la séduction d'Ariane, Solal ne postule pas ici la supériorité du narrateur ou du personnage qui le placerait au-dessus du reste, scorpion, babouin, païen, chrétien, romancier, sauf lui, juif trop charnel, etc. C'est d'ailleurs précisément ce qui donne à ce chapitre sur Isolde toute sa force de vérité fatale et de diabolique beauté. Un chapitre vertige, un pur moment de vérité qui place le lecteur devant un fait douloureux pour sa morale, sans lui offrir le mirage d'aucune porte échappatoire, la loi, l'ironie romanesque, la supériorité morale. La réflexivité morale, je suis conscient du mal que je fais. J'en ai honte car le bonheur, la durée, ce mensonge m'ennuie dans le sens précis de rendre le temps impossible à vivre pour moi maintenant. J'articule ma honte et pourtant je ne puis faire autrement si je tiens à cette joie totale que Ariane l'ensoleillée me donne en ce moment.
Phénoménologie stricte de l'ivresse, l'extatique dans l'immédiat, l'éclatement sur fond de la mort. Ainsi, et je le cite, de remords il mordit sa lèvre, et encore, lui, il avait honte, et il haïssait son pied, c'est-à-dire le pied massé par Isolde, et il avait pitié du noble visage d'Isolde, qui en avait honte de masser ses pieds. De honte, il baissa les yeux. Et si le ridicule de l'amour physique, la soudure de deux tubes digestifs, est excusable dans le moment extatique, moment d'oubli et de noble naïveté, il est haïssable lorsqu'il entre dans le régime du devoir, fut-il moral. Je cite, « Et le plus comique était que ce besoin de maniement sexuel était moral. Elle voulait savoir qu'il l'aimait, en être sûre. Maudit système masculin et le désir de bonté n'y faisait rien à ce système. » Fin de citation. Oui, le désir de bonté n'y fait rien à cette superficie matérielle, le se boire, de ce qui est, c'est-à-dire le système matériel de se boire, comme si la morale et la passion étaient deux ordres du monde qui tragiquement ne se croisent pas, un peu comme c'est le cas chez Pascal, cette discontinuité radicale entre l'ordre de la chair et l'ordre de la charité. Le comble, ça serait de simuler la passion par devoir moral alors qu'il n'a de sens que dans le présent immédiat. Et comme résultat, je cite, sa culpabilité tout le temps, sa pitié tout le temps, pitié lorsque, etc. Pitié pour Isolde, bien sûr, mais surtout pitié pour lui-même, lui qui prétend ne pas vouloir être ce qu'il est. Cette maudite machine du masculin, autant dire machine du monde, machine indifférente à toute culpabilité et pitié à tout ressentiment, et je dirais, pour prolonger ce qu'on avait dit sur l'épisode soviétique, machine du monde, machine historique. Conscience et réflexivité sans synthèse, sans but, sauf s'il est parfaitement honnête avec lui-même, celui de la joie furtive sur horizon de la mort. Et c'est exactement ce que Albert Cohen thématise dans les derniers 2 paragraphes du chapitre 48, où il est question de ces 2 pôles géographiques, pôle à Penséar pour Isolde et Colonie pour Ariane, 2 pôles entre lesquels il fait un va-et-vient symbolique. D'abord la volonté morale, je cite, « Dans le taxi, il revit soudain le fine ride au coin des yeux, fanée, elle si belle encore au début de leur liaison, l'injustice de l'âge, une vieille maintenant, oui, partir avec elle n'importe où, cette nuit même, oui, renoncer à Ariane, oui, toute la vie avec Isolde, il frappa, demanda au chauffeur de retourner à Penséar, comme elle allait être heureuse, son Isolde. Fin de citation. La répétition emphatique de ce oui, 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 cri de la volonté morale, cri qui doit se répéter emphatiquement 3 fois pour se convaincre, s'étourdir de ce mensonge que seul l'amour d'Ariane, à ce moment-là, puisse démentir. Ce déni farouche de la vérité, ce oui, 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 ici me rappelle le non, non, non devant la mort que l'on répète de cette bonne foi qui ne veut pas admettre que ce qui est devant soi, le cadavre, est ou ne plus, selon la perspective, et se tâche de changer ce non-être à force de répéter des formules emphatiques, magiques, mais qui ne changent rien. Alors survient la volte-face dans les taxis. Les taxis roulent vers Penséar. Le taxi qui roule vers Penséar fera demi-tour. Je cite, « Frère, dit-il au chauffeur, ma bien-aimée respire à Colonie. Mène-moi vers elle, car je suis ivre d'amour et quelle importance de mourir. » Oh, son intérêt mortel lorsque pourtant la première fois, un soir, je la vis descendre de marche de l'université, déesse promise, car il allait la revoir et aucune importance de mourir.
À lui, fin de citation, à lui emphatique et répétitive de la morale s'oppose ici l'interjection vocative au, l'extase de la joie, à la promesse d'un faux bonheur qui s'inscrit dans la durée, toute la vie avec Isolde, s'oppose ici l'extase d'une joie fugace, l'extase de vivre le moment total, livre moment dans le temps, en fuite vers la mort. Et ce moment se vivait sur fond explicite de mort, car c'est seul contre ce fond mortel que la joie, l'ivresse s'inscrivent lucidement, sans aucune illusion. Et Solal et son narrateur ne seraient jamais plus philosophiquement lucides qu'ici dans cette oscillation lucide entre lui moral et le haut de ce qui est. La dialectique oui-haut n'a pas d'issue rassurante, certes. On est ici loin de synthèse triomphale. Pas de fin ici, sauf la mort débile, qui à son tour injecte le non-sens à tout. C'est une dialectique tragique, noir sur noir, accompagnée de quelques éclats de feu, qui lui concèdent un petit bout de sens dans l'abîme de l'instant. Mais avant de s'hâter à sa mort, avant de sombrer dans l'ennui mortifère avec cet Ariane, il lui faut courir vers la joie ivre, encore une dernière fois pour injecter du sens à ce naufrage du monde, pour justifier ce naufrage tant historique pour un juif en 1936 que métaphysique pour tout un chacun, et toujours. Et Cohen sut mieux que tous conjuguer ces deux fatalités dans le comique romanesque de l'amour-passion. Dernier détail, Isolde. Donc je me permets de vous lire le tout dernier paragraphe sur Isolde, qui se trouve à la fin du chapitre 50. Elle se trouve à Marseille, elle est délaissée, et durant tout un chapitre, elle essaie de se suicider assez comiquement. Sortie du bain, elle se sécha en évitant de se regarder dans la glace. Se frictionna à l'eau de Cologne. Agréable de sentir bon, de se sentir net. Ça aussi, c'était une preuve de retour à la vie. Son peignoir passé, elle ouvrit la fenêtre, entra dans l'étroit balcon, s'accouda à la balustrade, et ce fut lui devant elle, donc Solal devant elle, grand, sans chapeau, les cheveux en désordre, la poursuivant riant, la poursuivant pour un baiser, et elle se pencha encore pour lui échapper, et la tablette d'appui lui fit mal au ventre, et les bras en avant, elle poussa un cri dans le vide où un nègre guettait, puis il y eut un autre cri contre l'asphalte du trottoir devant les kiosques de journaux éclaboussés. Merci.